BG en direct sur RMC Story, Marianne Soubré, Anas Kazib, Joël Dago-Serio, le trio de grande gueule qui vous accompagne depuis 9h et jusqu'à midi. Allons-y pour le monde de Macron. RMC. Les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Dans le monde de Macron, on a les 4e élections législatives en 4 ans en Espagne. Décidément, les Espagnols, ils ont pris l'habitude de voter. Et alors, c'est intéressant de voir comment le paysage politique en Espagne essaie de se recomposer. D'abord, il est toujours très fragile pour pouvoir gouverner le pays. Mais surtout, on a, là encore en Espagne, une poussée du parti nationaliste de l'extrême droite. C'est Vox qui monte en voie, c'est le cas de le dire, qui devient la 3e force du pays. L'Espagne qui a connu, avec Franco, de longues années de dictature, avec un régime d'extrême droite. Donc l'extrême droite est de retour. Ils ont doublé leur score, ce qui fait que d'ailleurs, comme il n'y a pas de majorité qui se dégage absolue, et donc ça sera bien compliqué pour les socialistes de continuer à gouverner ce pays qui est dans l'instabilité politique depuis plusieurs années. Mais on voit donc une confirmation qu'en Europe, effectivement, l'extrême droite progresse. C'est le cas en Allemagne, en France, bien entendu, puisque Marine Le Pen était au second tour il y a 2 ans et demi, et que si on devait voter dimanche, elle le serait sans doute une fois de plus. Et donc en Espagne également, on peut parler de l'Italie, on peut parler des pays de l'Europe de l'Est. Donc aujourd'hui, quand on dit le populisme, parce que c'est un peu le nouveau mot maintenant pour définir l'extrémisme politique, on va dire que le populisme, il triomphe surtout à droite. Ça vous étonne ou pas, Joël Dago-Serio, Anas Kazib, Marianne Soubré? Ça ne m'étonne pas trop, puisque de toute façon, ça fait un moment que la tendance est à l'extrême droite. Et même quand elle n'est pas au pouvoir, comme chez nous, les idées sont complètement bien imprégnées dans la société. L'extrême droite s'exprime dans les médias sans être d'ailleurs, sans parler de parti, mais en termes d'idéologie, je trouve que c'est assez bien diffusé. Et en même temps, quelque part, historiquement, c'est pas tellement étonnant, parce que je crois que la génération qui a vécu l'extrême droite, entre guillemets, cette génération-là, peut-être la plupart sont morts. Et donc, la nouvelle génération ne sait pas ce que c'est. Pour eux, c'est « on n'a jamais essayé ». Parce qu'on entend « on n'a jamais essayé, on peut essayer si on a déjà essayé ». Ça s'est mal passé, sauf que tu n'étais pas né. Voilà, c'est tout. Mais les gens qui disent « on n'a jamais essayé », c'est des gens qui ne l'ont pas vécu. Et donc, quelque part, le renouvellement de génération fait que ces idées reviennent tranquillement. Et puis, quand on va essayer, qu'ils vont voir comment ça va bien piquer, et voilà, ils arrêteront. Le franquisme, c'est la fin du franquisme, 75-76 en Espagne. Je crois que c'est 75. Marianne Soubré. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'en réalité, ils ont pris l'habitude, grâce à Juan Carlos d'ailleurs, d'un pays démocratique, etc. Et cette nouvelle génération ne sait rien et a oublié certainement ce que Franco comme dans l'Allemagne de l'Est. Oui, ce que Franco a fait de l'Espagne. Et en réalité, tout ce qui s'est passé de bien en Espagne est arrivé justement après Franco, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a eu le développement du tourisme, etc., la démocratie, enfin voilà. Après, aujourd'hui, il y a des vrais problèmes en Espagne. Il y a des provinces qui sont extrêmement riches, comme la Catalogne, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils aimeraient bien être totalement en dehors de l'Espagne. Il y en a d'autres qui sont plus pauvres. Donc, effectivement, je pense que cette poussée est liée aussi au fait qu'il y a une partition aujourd'hui en Espagne. Il y a une vraie partition qu'on a vue et qu'on voit bien avec ce qui se passe en Catalogne. Monsieur Anas ? Ça fait peur aussi, parce qu'il y a une montée. Enfin, ils sont passés, je crois, Vox passe de 25 à peu près 54 ou quelque chose comme 52 ça. voix. 52 députés. Oui. 52 députés sièges. Voilà, et puis ils font leur beurre sur la droite. Ils font leur beurre sur les voix de droite. Les députés de droite, ils passent eux de 57 à 10 députés. Et la plupart, sinon, les voix de droite, elles restent constantes, sauf que ces voix de droite, elles penchent complètement à l'extrême droite. Et donc, c'est ce qui est en train aussi de se passer aujourd'hui. En France, lorsqu'on analyse les sondages, les résultats aux européennes, etc., du dernier scrutin, où on voit que les Républicains font 8% et que derrière, c'est l'extrême droite qui capitalise. Voilà, il y a une réalité qui est liée aussi, à mon sens, à la question de la crise sociale, à ce qui est en train de faire. Moi, je pense que ce ne sont pas que eux qui sont champions, en fait, de la poussée dans les élections. Ce n'est pas uniquement l'extrême droite qui a un meilleur discours ou autre, mais je pense qu'il y a un affaiblissement, en vérité, des gauches, où, en fait,
fait, on fait de plus en plus. Enfin, c'est la social-démocratie. Ça a toujours été des gens de gauche. C'est une gauche bourgeoise, c'est une gauche caviar qui a toujours fait travailler main dans la main avec les patrons, avec les entreprises. Oui, mais alors... Quand on regarde, ne serait-ce qu'en France, la loi El Khomri, quand on regarde ce qu'avait fait Matteo Renzi en Italie avec le Job Act, etc., c'est normal qu'ils payent. Parce que derrière, comme au moment de la Révolution, pour aller vers l'extrême gauche. Au moment de la Révolution espagnole... Et pour aller vers l'extrême gauche, ils vont vers l'extrême droite. Oui, mais c'est là où le problème, il est aussi au niveau de l'extrême gauche, c'est quelle extrême gauche tu as. C'est-à-dire que si tu as une extrême gauche comme à l'époque du Front Populaire, on va prendre la période de la Révolution espagnole, lorsque tu as un Front Populaire en fait qui dit on va faire la réforme agraire, on va faire de l'expropriation et qu'au final, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ne font rien du tout et ils maintiennent, et ben à un moment donné, les gens ils disent si vous n'êtes pas la solution, et ben on va aller chez les franquistes. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez ces images, moi je vous invite, si vous allez sur YouTube, vous regardez les images de l'entrée des franquistes à Madrid, où ils rentrent, les chars rentrent dans un silence, alors que quelques mois avant, il y avait des barrages où on disait no pasaran, vous rentrez pas en Espagne. Regardez en fait jusqu'où ils sont capables d'aller. Mais... Et Vox est en train en tout cas de faire une percée, parce qu'on regarde de manière européenne et internationale, la gauche est complètement aux abois, elle a affaibli, il n'y a pas de politique, il n'y a rien qui est proposé, et ça c'est dangereux. Oui, mais tous ceux qui proposaient l'alternative de gauche aujourd'hui, ça ne paye pas auprès des électeurs. Regarde ce qui se passe en Amérique. Là où a raison Anas, c'est le mouvement des indignés. Pardon, excuse-moi Olivier. C'est le mouvement des indignés. On peut parler de Syriza aussi. Enfin, ce sont. Mais là où il a raison Anas, c'est quand même sur les ruines de la social-démocratie que l'extrême droite prospère et que le Parti socialiste, et je suis d'accord avec Anas, ce Parti socialiste espagnol, le Parti socialiste italien, à un moment donné, ils n'ont pas fait aussi leur révolution interne parce que la social-démocratie a gouverné l'Europe, cette Europe, et a voulu cette Europe. Et aujourd'hui, on voit que sur cette ruine, sur les ruines de la social-démocratie, c'est effectivement l'extrême droite qui prospère. Effectivement, il a raison, Anas. Et aujourd'hui, quand tu écoutes le Parti socialiste français, tu te dis, c'est pas là qu'il y aura une offre, un plan B, en quelque sorte. Oui, mais il sera pas non plus du côté de la gauche la plus radicale non plus. C'est pas elle qui engrange les voix. Il y a eu une défaillance flagrante de l'Union européenne sur la question de la migration. Là où l'Union européenne aurait pu faire du concret, puisque on lui reproche toujours de gérer des dossiers ou de voter des lois qui rentrent pas dans le concret. Les Européens ont du mal à voir le concret de l'Union européenne. Alors que là, des migrants qui arrivent sur des plages italiennes, espagnoles, c'est du concret pour eux. Et là, l'Union européenne aurait pu avoir un rôle qui agit sur le concret des habitants, en tout cas de ces pays qui accueillent les migrants. Et il ne l'a pas fait. Et donc, du coup, c'est normal que ça n'aille pas à l'extrême gauche. Ça va, parce qu'il y a pas que la crise sociale, il y a aussi l'immigration. Donc, ça penche à l'extrême droite, c'est tout à fait logique. Moi, je pense pas que ça soit sur l'immigration que l'extrême droite capitalise. L'extrême droite, elle capitalise de plus en plus. Non, aussi. Quand le refus de la mondialisation, c'est la question de la mondialisation, et c'est la question aussi de la misère sociale, d'accord. Ils ont réussi à faire une percée lorsque l'extrême droite a commencé à poser la question ouvrière, où on a vu des Marine Le Pen aller sur le piquet de Whirlpool, etc. De commencer. Regardez, on en a parlé tout à l'heure du 5 décembre, mais jamais, moi j'ai 32 ans, je me rappelle quand j'étais ado, mais jamais t'entendais Jean-Marie Le Pen parler de quoi que ce soit du point de vue des ouvriers ou de qui que ce soit. Donc il y a une manière, ils ont compris en fait comment faire un peu plus patte blanche, d'accord, pour essayer d'avancer petit à petit. En fait, il y a des gens qui se disent, comme a dit Joël, on n'a jamais essayé, puis peut-être que ça peut marcher, voilà. Mais moi, j'ai jamais essayé de manger de la merde, et c'est pas pour autant que j'irai en manger. Dans le monde de Macron, on a un duo de candidatures pour les élections municipales à Paris. Alors, j'entendais déjà dans le public dire ça y est, voilà. Alors le duo de candidats, c'est Daniel Simonet pour la France Insoumise et l'ancien footballeur international Vicage Dorasso. J'ai envie de dire, c'est surtout Vicage Dorasso, parce que Daniel Simonet, je sais plus qui tu parlais tout à l'heure dans la manif que personne connaissait, mais enfin Daniel Simonet, c'est pareil. Je sais pas, la notoriété de Daniel Simonet est assez limitée. En revanche, Vicage Dorasso, c'est un ancien international, footballeur. On connaît son engagement à gauche depuis toujours. C'est un des rares d'ailleurs footballeurs qui parle vraiment politique. En général, les sportifs sont très prudents, restent un peu dans la langue de bois. Lui, il est très engagé. Il va sur les plateaux télé depuis toujours. Je pensais qu'il était plutôt proche du PS. Donc même là, le PS n'a pas réussi à le retenir. Et donc, il a rejoint la France Insoumise. Est-ce que vous pensez que Vicage Dorasso est le prochain maire de Paris ?
Alors je ne Avec- pense. Bah, s'il se présente- Ou Madame Simonet, maire de Paris, Vicage Alors- Dorasso, premier adjoint. Je sais pas, ça peut être ça comme ça Ah aussi. bon, pourquoi toi tu veux que ce Bah, soit et tu dis Vicage Dorasso, Parce que maire les de gens Paris, voteront plus pour Dorasso que Simonet, comme non c'est un tandem, on sait jamais. Moi, je ne pense pas qu'il sera élu, mais j'ai pas envie non plus de dire que sous prétexte qu'il a beaucoup d'argent, il n'aurait pas le droit d'être d'extrême gauche. Il a tout à fait le droit d'avoir des idées d'extrême gauche. Bien sûr. Il est peut-être d'ailleurs très sincère. Moi, honnêtement, je m'intéresse pas beaucoup à ses déclarations. Le peu de déclarations que j'ai vues de lui étaient plus des déclarations dans la provocation que dans la construction. Maintenant, on verra bien, hein, mais je pense pas qu'il ait beaucoup de chance d'être élu. Mais encore une fois, ça va disperser et ça va disperser les voix de telle sorte qu'ils sont en train tous de créer un boulevard à Anne Hidalgo, Voilà. hein, qui continue comme ça. Je veux dire clairement, entre Griveaux, Villani, Dorasso, parfait, et Dati. Parfait, continuer. Hidalgo va être réélu. Moi, je ne vote pas à Paris, mais si vraiment ils ont envie de reprendre Hidalgo, je pense que c'est le meilleur moyen de faire ce genre de candidat. Joël Dagosseri. Oui, je pense comme Marianne, je pense qu'encore un candidat de plus qui confirme la prochaine réélection de j'allais dire Marianne Hidalgo, non. Anne Hidalgo. Et après, il avait des déclarations qui étaient de plus en plus politique, enfin en tout cas c'était politisé, donc c'est pas très étonnant. Maintenant que ce soit le prochain maire de Paris, je ne pense pas. Quand on voit par exemple aux élections présidentielles comment a voté Paris, on n'est pas trop dans la tendance de Monsieur Dorasso. Hein. Voilà. Il avait Johannes soutenu Cazib. Bertrand Delanoë, Ouais. rappelons-le, en 2008, puis Anne Mais- Hidalgo à la mairie de Paris. Il s'est radicalisé depuis. Non, Vicage Dorasso, moi je le connais bien, c'est un bon gars, honnêtement. C'est quelqu'un qui financièrement, il n'a même pas besoin de faire ça. Il pourrait vivre tranquille comme la plupart des autres footballeurs, aller faire de l'animation de matchs de foot ou autre. Il est engagé parce que c'est quelqu'un qui socialement, mais pour de vrai, il raconte souvent l'histoire de ses parents, son père qui a travaillé sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, etc. Il a commencé au Havre, sa carrière, il a vécu au Havre, etc. Il a déjà, moi je l'ai connu la première fois qu'on a discuté ensemble, il faisait une pétition pour maintenir un petit stade de foot dans la Goutte d'Or. Donc c'est vraiment un gars qui est engagé, qui est sincère. On dit que c'est l'intello du foot. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment engagé. Il est pour être dans l'émission des grandes gueules, c'est une véritable grande gueule parce qu'il a osé taper parfois sur des footballeurs qui étaient quasi intouchables. Et voilà, il est sincère dans. Voilà, maintenant je pense pas qu'il a la prétention de penser gagner la mairie de Paris. Moi je l'ai toujours dit ici, et même à l'époque quand on avait Mounir Majoubi et Griveaux, je leur ai dit de toute façon c'est Hidalgo qui va gagner parce que Hidalgo, ce sont les Parisiens qui font l'élection et Hidalgo elle fait la politique pour Paris. Elle est en train d'exclure en fait tout le monde. C'est-à-dire que nous, en tant que banlieusards, bah oui, ça nous emmerde, mais nous, on n'a pas notre pièce Voilà, à dire c'est ça, je suis là-dedans. d'accord Donc, avec par contre, toi, le Parisien, il voit que son appart F3 tout pourri, il commence à coûter 400 000 euros, alors qu'en banlieue, t'as des 100 mètres carrés à 200 000. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, ils disent, ah bon, au final, c'est pas plus mal, quoi. Qui ça emmerde les travaux dans Paris? Ce sont les coursiers, c'est le gars de FedEx, de UPS, etc. Sinon, le Parisien, il prend le métro. Moi, j'ai vécu à Paris dans le 18e. On prenait le métro, on prend le métro, le bus. Un Parisien, il se préoccupe pas de comment il circule dans le périph' ou comment il circule à l'intérieur de Paris. Donc, elle sera Hidalgo, elle sait faire. Elle était à l'école de la Noé, et l'école de la Noé, ils savent comment Moi, je pense être élu. que surtout aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux où les gens veulent vraiment voter, être représentés, les élections arrondissement par arrondissement, ça tient plus. Moi, aujourd'hui, je pense que le C'est système. comme ça que ça se marre. Ouais, mais Ça, je ça pense pareil. qu'aujourd'hui, ça tient plus. En c'est fait, les tout le grands monde devrait électeurs. voter. Ouais, oui, puisque ça, Après tu vois. la mairie, parce que c'est exactement. pas, C'est comme les Lyon et grands Marseille. électeurs Ouais. qui, Mais ça serait pas mal. Franchement, là, par contre, Moi, je si pense que ça tient Dorasso plus était mode de élu dans le scrutin 18e, parce qu'il se présente dans le 18e, s'il était élu dans le 18e, ce serait pas mal. Hein. Franchement. Allez, dans un instant, moi je le souhaite en tout cas. retour des GG pour notre prochaine discussion à propos de Roman Polanski qui se retrouve de nouveau accusé par une actrice française, Valentine Monnier. Elle raconte, elle confie avoir été violée par Roman Polanski en 1975. Et ces accusations sortent au moment où il y a le film J'accuse, vous savez, de Roman Polanski avec Jean Dujardin sur l'affaire Dreyfus. Roman Polanski, une affaire de plus, ça fait 45 ans maintenant qu'il est accusé, intouchable. Pourquoi est-ce que ces accusations arrivent maintenant? 3216 rmc.fr pour en parler avec les grandes gueules. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.